Alors, l'identification du stress, comme de n'importe quel problème, est fondamentale avant d'envisager une prise en charge. Alors, la personne qui souffre de stress et qui commence à observer des dysfonctions au niveau de son corps, donc je nomme troubles du sommeil, troubles gastriques, palpitations au niveau du cœur, irrégularité menstruelle par exemple, doit se rendre compte que, ou fatigue, asthénie, c'est aussi des symptômes qui sont assez fréquents en consultation chez le médecin généraliste avant d'aller voir le spécialiste. Ce sont tous des indicateurs que le corps commence à entrer en phase finale du système d'adaptation à ce stress-là. Donc, le corps n'arrive plus à s'adapter et donc il envoie des signaux. Il commence à envoyer des signaux qu'il faut commencer à prendre au sérieux afin d'éviter leur évolution vers une pathologie plus clairement déterminée. Okay. Donc, les troubles du sommeil sont pour moi un indicateur fondamental parce qu'ils empêchent la récupération du corps. Donc, si je ne dors pas bien, soit dans l'induction du sommeil où je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit, je ne peux pas prétendre à une récupération. Et il y a un phénomène de dette de sommeil qui se met en place, et ça, c'est la porte ouverte à la majoration de toutes les dysfonctions que chacun va pouvoir exprimer dans son corps. Alors, arrive l'évaluation aussi, bien sûr. Docteur Benkiren, l'évaluation pour vous, c'est pas exactement ça ? Non, c'est-à-dire que ça, c'est une évaluation effectivement d'observation, une évaluation psychologique, mais maintenant, scientifiquement, on a mis sur pied des appareils d'évaluation du niveau de stress. C'est ça qui est intéressant, et notamment le physioscanner. Vous avez le scanner qui vous montre des lésions, c'est le scanner ordinaire qu'on fait, ou l'IRM, mais quand il n'y a pas de lésion encore, le scanner ne montre rien. Or, avec le physioscanner, vous avez une idée précise de niveau de stress fonctionnel au niveau de chaque organe. Or, c'est ça qui est formidable. Et on peut observer avec ce physioscanner l'état des organes, de chaque organe, et voir les virus informatiques, je parle bien de virus informatiques, qui ont été téléchargés depuis que l'on a commencé, et c'est un effet cumulatif. Et c'est la porte d'entrée aux tumeurs, à toutes les... Absolument, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire, c'est déjà le corps qui dit c'est trop, c'est trop, c'est trop pour moi. Il est en dysfonction. On a des courbes précises. Vous avez la courbe de l'organe et vous avez la courbe de sa fonction. Okay. Est-ce qu'il est en hyperfonction? Est-ce qu'il est en hypofonction? Est-ce qu'il est en train de préparer quelque chose d'organique? Ça existe chez nous? Ça existe chez nous. D'accord. Maintenant, c'est nouveau, ça existe. Et les gens viennent, ils font un bilan, alors que le bilan sanguin n'a rien montré et la radio n'a rien montré. Pourquoi? Parce que c'est encore au stade fonctionnel. Donc, c'est bon d'en parler et d'en faire profiter les Marocains. Ça existe ailleurs, maintenant ça existe au Maroc. Et on peut faire un bilan précis du stress. Et une fois qu'on a commencé à corriger, on voit les changements. C'est comme si les choses qui sont dysfonctionnelles commencent à s'arranger. Alors, arranger, justement, on doit absolument passer à ce point. Docteur Mona Lohman, qu'est-ce que vous proposez à vos patients et aux téléspectateurs pour gérer ce stress, le dépasser? Alors, pour moi, il y a deux niveaux d'intervention. Il y a le niveau sur le plan individuel, dans son rapport à son corps, et le plan de la renégociation de mes rapports avec l'extérieur. Oui. Donc ça, il y aura des négociations jusqu'à certaines limites et jusqu'à ce que moi, je considère comme étant socialement admissible. Donc les négociations avec mon corps... Moi, le patient. Le patient, pas exactement. Vous, le docteur. Non, 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 pas moi le patient. Docteur, voilà. Parce que moi aussi, je suis sous stress comme tout le monde, comme tout élément vivant. Donc, en ce qui concerne la gestion endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de moi-même, il y a d'abord la prise de conscience, il y a l'observation, évidemment, en tant que psychothérapeute et psychosomaticien, j'utilise ces outils-là. Il y a aussi les exercices de relaxation et de méditation qui vont permettre de freiner, de ralentir cet emballement du système sympathique et parasympathique. Mais ça, c'est ponctuel. Non, non, c'est comme une hygiène de vie permanente. C'est-à-dire que vous apprenez ce genre de cette méthodologie aux patients. Exactement, des techniques simples de respiration abdominale orientées vers la symptomatologie qu'ils ont, avec des techniques de visualisation, d'hypnose en douleur. Alors, technique de visualisation, ça veut dire quoi? Comment on peut en faire profiter les téléspectateurs maintenant? Alors, les techniques de visualisation entrent dans des programmes, ou du moins c'est comme ça que je l'entends, de relaxation, de capacité de se visualiser à soi-même, de s'imaginer étant dans une situation différente. Alors, un exemple concret, je reçois une personne qui est en stress permanent, qui est de profil A, hyper compétitif, agressif, et je demande à cette personne, au cours d'une séance, de s'imaginer relaxée, détendue sur son lieu de travail. C'est pas possible pour elle. Vous dites, les premiers temps, c'est extrêmement compliqué.
Quand cette personne arrive à s'imaginer, à se visualiser en relaxation, j'entends, elle est plus prédisposée à le faire effectivement. C'est comme l'histoire de construire une villa. Il faut d'abord que j'en ai rêvé pour pouvoir transmettre l'idée à l'architecte. Mais est-ce qu'il faut absolument se faire accompagner par un spécialiste? On ne peut pas, par exemple, changer d'une manière ou d'une autre. C'est vous les professionnels, c'est à vous de nous dire comment on peut faire. Mais est-ce qu'il faut absolument aller en consultation dans un cabinet, suivre des séances pour arriver à gérer ce stress, ou bien on oublie des petites choses simples de la vie qu'on pourrait intégrer? Dr Mouna, et après je vous donne la parole, Dr Moukele. Alors, je pense qu'il y a déjà des choses qu'on peut faire sur le plan personnel. Un minimum d'hygiène de vie, respecter les 8 heures de sommeil par nuit, ou le nombre d'heures physiologiquement dont j'ai besoin, éviter les situations stressogènes et s'extraire des ambiances toxiques. C'est là où on rentre dans la deuxième partie de mon rapport avec mon environnement. Alors, il y a des gens qui vont faire des choix, je dirais, définitifs. Changement de profession, changement de ville, changement de conjoint. Enfin, on n'est peut-être pas obligé d'arriver jusqu'à ces extrêmes-là, mais ils priorisent leur état de bien-être par rapport aux besoins de reconnaissance sociale et de réponse aux outputs de la société. Quand il y a une vraie prise de conscience, à ce moment-là, il peut y avoir des Alors, changements. je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui s'autorégulent et qui n'ont pas besoin d'aller consulter pour ça, et j'en suis ravie. Mais ceux qui n'arrivent pas parce que l'engrammage a été trop profond ou parce que les conditionnements psychologiques finissent par contrôler le patient et pas l'inverse, à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il y a besoin d'une petite aide pour pouvoir changer ces paradigmes. Alors, il y a cette notion, ce qu'on appelle de cohérence cardiaque. C'est l'Institut HeartMath, justement, l'Institut du stress, qui en parle. Et il a mis au point une technique. C'est un institut dans quel pays? Aux États-Unis. OK. Alors, c'est HeartMath, c'est-à-dire M-A-T comme mathématiques, et Heart, c'est le cœur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que le cœur a un cerveau. Le cerveau du cœur est très important pour la gestion de l'émotionnel. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est hyper stressé? L'émotion, qui est beaucoup plus rapide que la pensée, est prise en charge par notre mental, et le mental va commencer à amplifier et à justifier cette émotion, et tout le système commence à s'emballer. Et par quoi ça va se traduire au niveau de notre corps? Par une incohérence de la fréquence cardiaque, des tachycardies, des palpitations et des troubles du rythme. Qu'est-ce qu'on fait? 50% des cas d'anxiété qui ne sont pas diagnostiqués sont des troubles du rythme non diagnostiqués. Donc, il est très important, quand une personne est hyper anxieuse et angoissée, de faire comme un bilan de cohérence cardiaque. En quoi ça consiste? Avant, il y a 50 ans, on nous disait « Ah, un cœur qui bat à 60 par minute de façon régulière, c'est la santé. » Il s'avère que non. Le cœur doit être capable d'adaptation au dixième de seconde près, parce qu'il est très sensible. N'importe quelle émotion qui rentre crée ce qu'on appelle de l'incohérence au niveau du rythme du cœur. D'accord. Docteur, juste parce qu'il nous reste 2 minutes, voilà, comment on peut faire le lien Comment avec... on peut faire le lien? C'est justement, il y a une technique qu'on le appelle le freeze frame. Freeze frame, c'est quoi? C'est-à-dire, je reçois un événement stressant. Je reçois un événement stressant, au lieu de réagir avec mon cerveau reptilien dont je vous ai parlé, donc c'est une réaction de stress qui est automatique, je fais ce qu'on appelle une réponse de stress consciente. Je fais un arrêt sur image, j'essaie de voir cet événement, je fais une pause, j'essaie de l'intégrer, je prends conscience de tout ce que ça fait au niveau de mon corps. Et à partir de là, je fais ce qu'on appelle une respiration 5-5, c'est-à-dire 5 inspirations, inspiration pendant 5 secondes, expiration pendant 5 secondes. Combien de fois? Pendant 5 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je fais un arrêt sur image et j'imagine que je respire à travers mon cœur. Et là, qu'est-ce qui va se mettre? Le cœur va se mettre en cohérence avec la respiration. Et ça doit probablement fonctionner, mais ce n'est pas possible à mettre en place dans toutes les situations. Si on a par exemple un responsable, un patron... Voilà, qui un patron qui vous fait quelque chose. Voilà, sur place et qui attend une réponse. Voilà. On ne peut pas lui dire, attendez, je respire et je visualise. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous savez que vous allez peut-être rencontrer ce patron avant. Eh bien, je vais, moi, faire mon petit travail pendant 5 minutes de cohérence cardiaque, de me mettre dans un état de cohérence. Ce qui fait que quand je vais me présenter face, je ne vais pas me laisser submerger par l'émotion. Et ça, c'est une gymnastique à faire. Je rejoins, enfin, le docteur Moukele a rejoint un petit peu cette idée de ralentir tout l'appareillage. Donc, qu'on le fasse avec de la respiration, de la méditation, avec des techniques plus spécifiques, on est dans la même dynamique. D'abord, identifier, prendre conscience,
apprendre les techniques et ensuite, quand je me suis récupérée quelque part, quand le niveau de stress a baissé, à ce moment-là, j'envisage une renégociation des conditions de cohabitation avec mon environnement et chacun va faire les choix qu'il va faire. Alors, et se dire qu'on n'a pas le choix, en fait, si on a envie, entre guillemets, de sauver sa peau. Soit on est dans le subconscient, et là on est en pilotage automatique en permanence, et là on se fait submerger par l'adrénaline et le cortisol, soit en conscience, son niveau de conscience, et bon, on décide de prendre les choses en main. Le dernier petit mot, docteur Mouna Lohman. Alors, le stress est nécessaire, mais la souffrance, pas du tout. Pas du tout, absolument. Donc, à partir du moment où je ne suis plus dans le plaisir, où je sens que des situations deviennent contraignantes pour moi, ou que j'ai des troubles de sommeil, il faut absolument que je réagisse pour me poser d'abord cette question, où est-ce que j'en suis par rapport à mon projet de vie, mon projet professionnel, et pouvoir réagir à temps avant que la maladie ne s'installe. Merci beaucoup pour vos conseils, pour votre partage, pour votre générosité pour les téléspectateurs dont on se dit tout. Docteur Mohamed Benkiran Saadi, médecin énergéticien, médecin ORL, et beaucoup d'autres spécialités. Docteur Mouna Lohman, médecin généraliste, médecin de la douleur, psychothérapeute, spécialiste de la psychosomatisation, en espérant vous retrouver très vite sur le plateau. C'est un honneur de vous recevoir. Moi, je reste avec vous, les fausses couches à répétition. On en parle dans un instant, tout de suite. Et donc là, je suis avec le docteur Hicham Ben Abbas Taarji, gynécologue à Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de revenir. Merci, l'alerte Texidier. Alors, le sujet, on l'a annoncé, ce sont les fausses couches à répétition. C'est carrément considéré par les spécialistes comme étant une maladie, c'est bien ça? Tout à fait, parce que c'est un drame psychologique pour la dame. La dame, ce qui lui importe, c'est d'avoir un take-home baby, c'est un enfant, c'est pas de tomber enceinte. Et donc, quand elle fait 2 ou 3 fausses couches, c'est vraiment très problématique pour elle. Alors, vous, les spécialistes, à quel moment vous qualifiez cette fausse couche de pathologique? Alors, déjà, il y a plusieurs fausses couches. Il y a la première fausse couche. Les fausses couches sont très fréquentes. 50% des grossesses tombent spontanément, avant même qu'elle sache qu'elle est enceinte. Okay. Dans toutes ces fausses couches, il y a dans 10% des cas, je dirais, la femme qui fait une fausse couche spontanée. Elle avorte, c'est quelque chose souvent lié à des causes chromosomiques, des aberrations, et le bon Dieu les élimine dès le départ. On parle de fausses couches de maladies abortives ou de fausses couches à répétition à partir de 3 fausses couches spontanées d'emblée, consécutives, sans grossesse à terme entre les deux. Donc, c'est 3. Il ne faut pas s'inquiéter dès la première, il ne faut pas s'inquiéter... On peut 3 consécutives 3 consécutives sans grossesse entre les deux. Okay. On peut commencer à s'inquiéter au bout de la deuxième s'il y a des antécédents particuliers, s'il y a un terrain particulier, mais sinon on considère la maladie abortive à partir de 3 fausses couches consécutives. Ok, alors justement, est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui sont touchés par ça? Je parle de couples, je préfère parler de couples et non pas de femmes, parce que c'est quelque chose qui va être vécu normalement par les deux, le mari et l'épouse. C'est pour ça que je parle de couple et non pas de patiente. Oui. Il faut savoir, pour proposer à la patiente, enfin au couple, donc une stratégie pour comprendre, il faut que nous-mêmes, médecins, comprennent la cause. Oui, on va parler des causes, mais est-ce que beaucoup de couples sont touchés par ça? Oui, je vous dis, c'est un drame parce qu'elle a peur. Je connaissais une patiente qui avait même peur de retomber enceinte parce qu'elle avait fait 3-4 fausses couches et donc elle n'avait pas envie que ça se retermine encore par une fausse couche. Au contraire, non, il faut chercher la cause pour essayer de proposer un traitement. Voilà, mais l'épidémiologie, justement, est-ce que peut-être qu'il n'y a pas de chiffres? Non, il n'y a pas de chiffres exacts, mais je veux dire, c'est pas je vous dis, la fausse couche précoce, normale, isolée et très fréquente. Presque une grossesse sur 10 clinique. 50% quand même des grossesses infracliniques, non connues. Mais là, ça touche, je dirais, 1 à 2% des couples qui ont cette fréquence de fausses couches, de maladies abortives, de fausses couches chroniques, de fausses couches spontanées répétées. Est-ce que c'est surtout pour la première grossesse? Non, ça peut toucher... c'est à partir de 3 grossesses. On peut pas... La première grossesse... Non, ce que je veux dire, c'est première recherche de bébé. Oui, oui. C'est-à-dire le couple vient de se marier. Oui. Est-ce que ça concerne plus le couple? Non. Ou bien on peut avoir déjà un enfant et ensuite développer cette problématique? Tout à fait. Maintenant, il faut savoir quelles sont les causes des fausses couches précoces. Quand c'est la première fois, c'est à 60-70% une cause chromosomique, une aberration. Et donc, CDRB l'élimine dès le début, heureusement. Maintenant, une fausse couche précoce peut également être une maladie qu'on va le découvrir par la suite. Absolument. Donc la femme fait une deuxième fausse couche, on peut se dire encore
Pourquoi? C'est à partir de la 3e fausse couche qu'on va rechercher les causes. Et donc vous ne faites pas d'investigation dès le départ? À la première et à la 2e, non. Sauf si, par exemple, je sais qu'elle a une maladie chronique, qu'elle a un lupus, qu'elle a un diabète. Éventuellement, je peux chercher une cause à ce moment-là pour la traiter. Mais un couple qui est nouvellement marié, a priori, non, je ne ferai pas. J'essaierai de la rassurer. Je lui dirai de retomber enceinte rapidement. D'accord. Rapidement, combien de temps après? S'il n'y a pas de curetage, au bout de 2 mois, 3 mois. L'essentiel, par contre, c'est de corriger un éventuel déficit en vitamine B9 et un éventuel déficit en fer. Éventuellement, c'est tout. Il n'y a pas de... Et donc là, on va commencer les investigations. Oui. Qu'est-ce que vous faites, docteur? Un bon interrogatoire. Savoir de quoi elle se plaint. Comment est-ce qu'elle a fait sa fausse couche? Premièrement, est-ce que c'est une fausse couche précoce, moins de 3 mois, ou est-ce que c'est une fausse couche tardive? Parce que les causes ne sont pas les mêmes. Fausse couche précoce, donc je ne fais rien. Si elle a refait, je vais chercher de quoi elle se plaint. Est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce qu'elle n'a pas une hypothyroïdie? Est-ce qu'elle n'a pas un problème de maladie de système? Il y a plusieurs grandes causes. Il y a les causes inflammatoires. De maladies de système. Il y a les causes de... Ce sont des maladies qui vont se déclencher pendant la grossesse? Non, c'est des maladies qui sont connues. Connues, mais justement, la prise en charge se fait en amont, non? Tout à fait, mais c'est une cause de fausse couche. Okay. Grosso modo, il y a plusieurs, je dirais, tirées de causes. Il y a les causes immunologiques, c'est un problème d'immunologie, donc le placenta se forme mal et les vaisseaux sont mal vascularisés. Et c'est pour ça que cette grossesse s'arrête. Ça peut être des causes de ce qu'on appelle de l'hémostase, encore une fois, c'est la coagulation du sang, pour des problèmes particuliers, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais justement, donc les petits vaisseaux qui nourrissent ce trophoblaste, ce bébé qui va grandir, enfin ce placenta qui va nourrir, eh bien, ils se bouchent et donc ça s'arrête. Il y a ce qu'on appelle un syndrome des antiphospholipides. C'est des anticorps qui, justement, aussi entraînent un problème d'hémostase. Il y a des problèmes infectieux qui peuvent donner ça. Il y a des problèmes utérins. Des fois, il peut y avoir une malformation utérine, une cloison, un polype ou quelque chose qui va gêner cette implantation. Encore une fois, il peut y avoir des causes génétiques ou géniques, chromosomiques. Des fois, des parents peuvent être porteurs d'une anomalie chromosomique sans qu'ils le sachent. Elle est équilibrée. Ou bien, tout simplement, une anomalie d'un gène. Okay. Et donc, ça va donner la première fausse couche. On va négliger, c'est pas grave. Ça va donner la deuxième. Encore une fois, on va négliger. Et à la troisième, on dit non, il y a un problème. Il faut explorer. Mais ces investigations, quand même, sont chères. Ce que je vous dis, il y a des milliers de causes. De causes, tout à fait. Est-ce que, par exemple, quand les causes sont déterminées, quand on a la chance de déterminer les causes, forcément, on a la solution? Il n'y a pas toujours une solution. Quand c'est une anomalie génétique, éventuellement, ça ne se fait pas au Maroc, mais il y a ce qu'on appelle des dépistages anténatals, du diagnostic prénatal. Ça nécessite de la fécondation in vitro. On va aller étudier. On sait que dans telle famille, il y a des problèmes de maladies liées à l'X, par exemple. Il y a un chromosome X qui est défectueux. Donc, toutes les filles, tous les garçons de cette lignée sont morts, sont pas nés. Eh bien, on va aller chercher à ce moment-là, on va faire une fécondation in vitro, on va analyser. Ok, mais donc vous dites ça ne se fait pas chez nous? Ça ne se fait pas chez nous, c'est du dépistage prénatal, du dépistage diagnostic prénatal. Maintenant, par exemple, il y a des causes d'une malformation utérine. Eh bien, on peut aller réséquer une cloison qui donnait ces fausses couches. Mais ces fausses couches, elles donnent plutôt des fausses couches tardives. D'accord. Il peut y avoir un syndrome des antiphospholipides. Dans ce syndrome des antiphospholipides, c'est des anticorps qui vont empêcher la bonne vascularisation du placenta. On va donner éventuellement de l'aspirine ou des fluidifiants du sang qui vont permettre d'espérer, parce que ce n'est pas des résultats garantis, mais d'espérer... Donc ça reste quand même des grossesses difficiles. Tout à fait. Quand on est inscrit dans la pathologie abortive, ça donne, s'il y a grossesse, ça donne des grossesses difficiles. Tout à fait. Mais ça donne quand même des grossesses. Et donc je veux retenir le mot espoir. Absolument. Il y a des traitements... Pas toujours, mais la plupart du temps, on arrive à trouver une solution. On a essayé beaucoup de médicaments qui donnent des fois des résultats. Je vous dis l'aspirine, mais ce n'est pas une prescription courante et c'est un médecin qui doit la faire, un spécialiste qui doit la faire. Alors, une fois que ces causes sont déterminées, que la prise en charge a été efficace pour faire aboutir une première grossesse, quand une deuxième grossesse est désirée, est-ce qu'il faut une forme de prévention, une prise en charge spécifique? Non, si on connaît la cause et qu'on a pu traiter la cause, eh ben s'il y a une cloison utérine, par exemple, qui donne une mauvaise vascularisation, eh ben le fait de traiter cette cloison va permettre de poursuivre la première grossesse et les autres
de manière normale. Si on sait que c'est un syndrome des antiphospholipides, on peut donner, ça donne pas mal de résultats avec des fluidifiants du sang, mais qu'il faut prendre à partir du 3e jusqu'au 9e mois. D'accord. D'accord, ça donne d'assez bons résultats. Il n'y a pas de conséquences sur le développement du bébé d'une manière ou d'une autre? A priori, non. Si c'est un diabète, on va l'équilibrer. Tout à fait. C'est important d'équilibrer. Si c'est un lupus ou si c'est une maladie système, on va essayer de la refroidir, enfin, de lui conseiller de tomber enceinte une fois la maladie refroidie. C'est aussi important de passer ce message, docteur Taagi, lorsque la maman a une maladie chronique, de bien programmer sa grossesse et de bien préparer le terrain avec son médecin traitant. Tout à fait. Par exemple, le diabète. Souvent, la femme ne sait pas qu'elle est diabétique. Oui. Et le diabète, avant la grossesse, va carrément déséquilibrer, va augmenter le risque d'anomalie chromosomique et donc donner des fausses couches, tout simplement. Parce qu'elle a un diabète déséquilibré dès le début. Non, il faut voir avec son médecin traitant, en collaboration avec le gynécologue, pour programmer cette grossesse et avoir moins de risques. Est-ce qu'il arrive qu'on ne trouve pas de solution, docteur Taagi? Tout à fait. Tout à fait. Il y arrive, c'est possible. C'est possible, c'est comme la stérilité. On ne peut pas tout faire, c'est le bon Dieu qui décide. Est-ce que nous, on n'est que des intermédiaires? On essaye de trouver des solutions, à les proposer, mais encore une fois, je reviens sur le mot espoir. Il y a de l'espoir quand même, il ne faut pas négliger cela. Alors, on va peut-être conclure sur le volet psychologique qui est très important. Ces couples, moi, j'ai l'espoir de parler de couples et non pas de femmes, même si je sais que ce sont plutôt les femmes qui le vivent, qui sont le plus touchées, qui le vivent dans leur chair. Ces couples, comment vous les rencontrez, sont dans quel état et comment vous discutez? Ils sont souvent déprimés, la femme surtout. Des fois, on a la chance d'avoir un mari qui est avec elle et l'accompagnant pour justement essayer de dédramatiser. Les hommes sont moins expressifs. Il le sait, mais il est plus rationnel. Et si on ne peut pas avoir d'enfant, tant pis. Mais encore une fois, moi je dirais, c'est comme pour la fécondation in vitro. Il faut faire des essais. Et la persévérance paye. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut essayer de trouver une cause, les rassurer. Si on trouve une cause, on peut donner un traitement symptomatique, on peut donner le traitement, mais encore une fois, la psychologie, il faut les rassurer et leur donner espoir, de telle manière à ce que ça puisse marcher un jour. Alors, nous avons beaucoup parlé des causes qui concernent la femme, mais il y a aussi des causes qui concernent, entre autres, l'homme, absolument. Les études sont assez controversées, enfin, c'est pas de premier abord. On sait que, par exemple, un homme qui est âgé de plus de 45 ans, il va y avoir une diminution de la fertilité de ses spermatozoïdes. Tout à fait. Mais le problème de la fertilité, si c'est un bébé qui est anormal, ça va donner donc des aberrations chromosomiques et donc ça va donner aussi une fausse couche. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui reste à la marge. Parce que dans les maladies abortives, justement, quand vous répétez comme ça des fausses couches souvent, la part des causes génétiques, elle reste beaucoup plus rare. Elle est de 10-20%. Et je vous dis, a priori, non. A priori, ça ne va pas se répéter, a priori, si c'est juste un spermatozoïde qui ne marche pas. Par contre, un message que je veux passer, c'est important. Le bilan est cher, mais c'est important, par exemple, dans des maladies abortives, de faire tout ce bilan, notamment un karyotype, pour rechercher est-ce qu'il n'y a pas déjà justement des malformations. Un karyotype, c'est l'analyse chromosomique des chromosomes des parents. De telle manière à voir est-ce qu'il n'y a pas déjà une anomalie chez ses parents. Absolument. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Dr Hicham Ben Abbas Taagi, gynécologue sur Casablanca. C'est un plaisir de discuter avec vous et merci pour cet éclairage. Merci de votre Je rappelle que nous avons parlé de stress pendant une grande partie de l'émission et comment le dépasser, ce fameux stress qui peut nous ronger de l'intérieur. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site mediantv.com. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation et la diffusion de cette émission à Tanger et à Rabat. À bientôt.